merci de prendre le temps cet après-midi de nous raconter ta vie. Tu fais ça à la René Simon. Puis, c'est quelque chose que l'on sait que tu as fait avec tes parents, puis avec les parents Fleurette. Puis ça nous tentait, nous autres aussi, moi et Dominique, de prendre le temps avec toi, prendre un après-midi pour que tu nous racontes tes souvenirs pour tes enfants, tes petits-enfants, tes petits-petits-enfants, puis tous ceux qui nous écoutent maintenant qu'on connaît peut-être pas. Alors, si tu veux, on va commencer juste par te demander si tu peux nous parler de ton enfance. Ben, en fait, commence par nous parler de tes parents. Parle-nous de grand-papa, grand-maman, d'où ils viennent. Mon père, je vais dire que je suis né au Lac-Saint-Jean, à Roberval, en ce 19 mai 1940, le jour de, je ne sais pas trop quoi, il s'est arrivé quelque chose dans la guerre de la guerre de 39-40, journée-là. En tout cas, puis je suis né à Roberval en 1940. Roberval, c'était au Lac-Saint-Jean. Mais mon père n'était pas du Lac-Saint-Jean. C'est pour ça que mon père venait de l'île d'Orléans. Il était né à Saint-Pierre, à l'île d'Orléans. Et en quelle année était né? Il était né en 1895, d'une famille de 16 enfants, qui ont tous eu à peu près 14, 15, 16 enfants. Alors, si vous calculez un petit peu, ça vous donne quelque chose comme 200 quelques cousins et cousines. C'est dire que je n'ai pas connu mes cousins et mes cousines. Parce qu'on était... mon père était seul au Lac-Saint-Jean. Je pensais que j'avais une grosse gang de cousins avec 45. 42 en fait. Ouais, mon père était seul. Il était parti au Lac-Saint-Jean après la guerre de 14-18, où il avait été conscrit. Et j'ai d'ailleurs ici son certificat de conscription. C'est Particular of a Recruit. Il avait donc été engagé en anglais. Fait il avait été conscrit en anglais. Tout est en anglais. C'était donc il comprenait pas catholique, il était un baker. Et bon. Et mon père a prononcé I do solemnly declare that this above particulars refer to me and not true. Puis il a signé. Mais je suis certain qu'il ne comprenait pas ce que c'est. Ça, j'allais dire, lui, il ne parlait pas anglais. Pas du tout. Puis personne dans sa famille parlait anglais. Pas du tout. Quand tu as reçu cette lettre-là de conscription, comment il savait que c'était ça? Je ne sais pas. J'imagine qu'il a été envoyé à First Depot, Battalion 2nd Quebec Regiment. Et puis, lui, il était à Saint-Louis de Courville. Puis, bon, en tout cas, il a été convoqué le 8 juin 1918. Et ici, dans ça, on dit qu'il mesurait 5 pieds 8. J'insiste là-dessus parce que il dit qu'il a déclaré sous serment que tout ça est vrai. Mais mon père était plus grand que 5 pieds 8. Mon père devait mesurer quelque chose comme, j'imagine, dans son jeune âge, quand il est arrivé au Lac-Saint-Jean, il devait mesurer autour de 6 pieds. Et d'ailleurs, tous mes frères et sœurs, on est tous grands. Je mesurais 6 pieds 2 et je n'étais pas le plus petit. André était le plus grand de la famille. Et le plus petit de la famille, je pense, c'était Normand, qui devait mesurer à peu près 5 et 9, 5 et 10. Puis papa était plus grand. Tout ça pour dire que... Mais là, papa, il avait 22 ans donc, quand il a été conscrit. Il était déjà au Lac-Saint-Jean à ce moment-là. Non, il était, je le vois ici, là, il était à Saint-Louis de Courville, qui est près de Québec. Bénéfice de... Pour le bénéfice, je ne sais pas si... Je vais le faire après. Il va le faire après. Dans les... c'est Dominique qui a un cadre qui a une photographie de ce document-là, ainsi que de celui de son grand-père, de mon grand-père Martel, donc de son arrière-grand-père, qui lui aussi a été conscrit à la guerre 14-18. Je pensais qu'il était volontaire. Lui était volontaire, excusez-moi. Non, oui c'est ça. Il était volontaire. Et le grand-père Gauthier, qui est votre grand-père maternel, lui aussi était volontaire. Parce qu'il était trop vieux, grand-père Martel. Le grand-père Martel, lui, était trop vieux, il avait menti sur son âge.
Il était né en 1867 et il a dit qu'il était né en 1877. Donc, il s'est rajeuni de 10 ans pour pouvoir, parce que donc il avait 40 ans à ce moment-là, une quarantaine d'années, et puis il disait avoir une quarantaine d'années alors qu'il s'approchait de la cinquantaine. Et bon, tous ces documents-là, même le grand-père Gauthier, lui aussi, a menti sur sa naissance. Lui, c'était l'inverse, il était trop jeune. Il était trop jeune, il s'est vieilli d'1 an. Comme vous voyez, ça mentait allègrement dans la famille. D'ailleurs, le grand-père Gauthier, et j'ai découvert ça en faisant les recherches pour ces documents-là, le grand-père Martel, c'est-à-dire mon grand-père à moi, s'appelait Simon Martel. Et si vous regardez, si vous lisez le livre Maria Chapdelaine, on parle à Roberval du gardien du quai. Et il s'agit de votre arrière-grand-père, il s'agit de mon grand-père, qui est Simon Martel, qui était le gardien du quai à Roberval. Et, bon, Simon Martel, ça a toujours été ça. Il s'appelait Simon Martel. Alors, en cherchant les documents pour faire le cas de Dominique cette année, j'ai retrouvé son certificat de naissance. Il était né aux Éboulements et il ne portait qu'un seul prénom. Il n'y avait pas d'habitude, les gens s'appelaient Joseph, Armand. Lui, il s'appelait Siméon Martel. Siméon. Alors, le seul prénom qu'il n'a jamais eu, c'est Siméon, mais qu'il n'a jamais porté. Donc, si tu regardes les documents que Dominique a reçus, son grand-père Gagnon disait qu'il mesurait 5 pieds 8, ce qui n'est pas vrai. Son grand-père Martel, son arrière-grand-père Martel disait qu'il était né à une date qui n'était pas vraie. Son nom n'était pas vrai. Le grand-père Gauthier disait qu'il était né à une date qui était aussi inexacte. Puis là, il faut qu'on le croie, là, maintenant? C'est ça, il faut que vous le croyez. Et d'autant plus... Et j'écrivais justement, en faisant toutes ces recherches-là, j'ai tombé sur le certificat de naissance de mon frère Normand. Ça a l'air tout échevelé, là, mais je parle dans le fond des certificats de naissance. Qu'est-ce que ça vaut? On va te parler. Alors, j'ai donc ici le certificat de naissance de Joseph-Jacques-Marie Bertrand Gagnon. Donc, Pardon, Joseph-Jacques Marie Bertrand. Donc, Normand ne s'est jamais appelé Normand. Il s'appelait Bertrand, officiellement. Et il a découvert ça en rentrant à l'université. Quand il est arrivé pour produire au registraire son certificat de naissance, il a dit, ben, c'est pas vous. Ben, non, c'est pas vous. Il s'appelle Bertrand, vous, c'est Normand. Et là, ça a fait... Il y a eu beaucoup de difficultés à être admis à l'université à cause de ça. Parce qu'il voulait, le registraire voulait qu'il fasse changer son nom légalement. C'est pour ça que Normand signe toujours Normand B. Parce que son vrai nom, c'est Bertrand. Et c'est Bertrand dit Normand. Okay. Et si on regarde le certificat de naissance, on voit très bien que le Bertrand a été changé à la main. J'imagine que quelqu'un a écrit dans la page, il avait écrit Bertrand ici, puis là, quand quelqu'un a vérifié plus tard, ils ont dit, ben c'est pas le même nom, fait qu'il l'a changé ici dans la... Alors, ce que mon père avait signé, c'était cette partie-là ici. Il avait signé Normand, mais ça s'est retrouvé dans les registres comme étant Bertrand parce que ça a été altéré. Okay. Après coup. Donc, un autre menterie. Un autre menterie. Revenons à grand-papa une minute. Grand-papa, il avait, tu disais, il n'avait pas beaucoup d'études, il n'avait pas étudié beaucoup. Non. Donc, ça, il a été étudié jusqu'à quel âge? Pourquoi? Papa a étudié, comme c'était la mode dans ce temps-là. Les enfants, les gars, travaillaient à la ferme. Puis, le grand-père Gagnon, mon grand-père Gagnon, donc son père, c'est un fermier. Une grosse ferme qui existe encore à l'île d'Orléans, à Saint-Pierre. C'était où exactement, Saint-Pierre? Saint-Pierre, c'est en rentrant à l'île, la première paroisse à gauche. Oui, mais c'était où la maison? La maison, si vous passez la paroisse, l'église, là, je dirais que ce serait à peu près à 1 kilomètre de l'église, du côté gauche. Du côté du fleuve. Du côté du fleuve, c'est marqué. Ben, du côté du fleuve était la maison, mais les terres étaient en face, okay. Vers le centre de l'île. Et donc, les terres faisaient face à Sainte-Anne-de-Beaupré à peu près. Là. Bon, donc, la maison ancestrale est à l'île d'Orléans, dans la paroisse de Saint-Pierre, à l'extérieur du village. Je ne pourrais pas vous dire exactement le numéro civique,
Mais je sais que Rémi Gagnon, le fils de Rénal, a demeuré durant une dizaine d'années en face de la maison familiale et il demeurait au 2242 Chemin Royal à Saint-Pierre. Donc, c'est la maison ancestrale qui est en face. En 2007, c'est écrit dessus « Ferme Gagnon ». Bon. Je ne sais pas ce qui serait écrit dessus dans 100 ans, là, si elle est encore là. Et c'est une ferme qui... les terrains étaient immenses. Hein. J'ai ici une photo, c'est par Google, là, où on voit, c'est la moitié de l'île d'Orléans jusqu'au fleuve. Dans cette immensité-là, si on le regarde de plus près, au fond, il y avait, ça c'est le chemin royal ici, puis tout au fond ici, il y avait l'érablière. Et entre cette partie-là, généralement, était utilisée pour la culture des fraises. Au printemps, au début de l'été, tout au moins. Et l'île d'Orléans, dans ce temps-là, il n'y avait pas de pont. Le pont de l'île d'Orléans, quand on y va maintenant, il a été construit, si je me souviens bien, à la fin des années 20. Et donc, il était isolé, il voyageait en bateau l'été, et l'hiver, il voyageait par un pont de glace, qui était à peu près où est le pont actuel, là. Donc, ça voyageait mieux l'hiver que l'été, parce que l'hiver, tout le monde pouvait y aller. L'été, ça te prenait un bateau pour y aller. Et les bateaux accostaient généralement à Sainte-Pétronelle, qui est au bout de l'île, devant, quand vous êtes sur le bout du quai de Sainte-Pétronelle, vous voyez le vieux port de Québec, là, et le château Frontenac et tout ça. Donc, papa est élevé dans ça, dans une famille qui n'était pas riche. Les agriculteurs, ils n'étaient pas riches de façon générale, mais les agriculteurs se débrouillaient toujours mieux que les autres, parce qu'au fond, ils ne crevaient jamais de faim. Ils produisaient le lait, ils produisaient ce qu'ils pouvaient mettre sur la table, la viande, les légumes, bon. Ils pouvaient même produire l'habillement, puis le savon, puis ils faisaient leur savon. Et par famille, généralement, il y en avait un qui était, comment je dirais, choisi pour être prêtre. Et ça n'a pas été papa. Ça a été mon oncle Adélard, et qui, lui, a été pharmacien. A fait son cours classique, mais il a décidé de ne pas être prêtre, il est devenu pharmacien. Donc, il y en avait un qui était prédestiné à faire son classique, comme Marc. Marc a fait son classique, il pensait bien qu'il allait être prêtre. Pas venu prêtre, Je sais, oui, j'ai vu. L'Église catholique a passé proche, là. Donc, il allait à l'école jusqu'à 8-9 ans, puis ça finissait là. Ensuite, il allait au champ, puis il apprenait un métier. Puis papa avait un de ses frères plus âgé, que je n'ai pas connu, qui est mort relativement jeune d'un accident, qui s'appelait Gérard, si je me souviens bien. Qui lui avait appris le boulanger. C'est son vrai nom, ça, là? Je pense. Non, c'est pas. Lui avait appris le métier de boulanger et qu'il l'a montré à papa, mais mon oncle, là, était à Courville, dans ce coin-là. Et donc, papa était allé travailler chez lui pour apprendre le métier, parce que c'était des métiers qui s'apprenaient par compagnonnage. Coaching. Les compagnons. Là, donc, ils devenaient, à un moment donné, tu devenais boulanger quand quelqu'un te croyait. Et les entremetteurs, c'était les vendeurs. Les vendeurs de farine, les vendeurs de levure. C'était eux autres qui passaient d'une boulangerie à l'autre. Puis ils disaient, ah, ben, il y a un tel qui cherche un boulanger, ou il y a un tel, le boulanger est en train de mourir. Là, bon. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, papa entend dire, il y a quelqu'un qui lui dit, il y a un boulanger, il y a une boulangerie à Roberval qui cherche, au Lac-Saint-Jean, qui cherche un boulanger. Papa disait, bon, le Lac-Saint-Jean, je savais bien un peu, je l'avais entendu parler, je savais que c'était au nord de Québec, bien loin dans le bois. Puis, Roberval, ben, ça, je savais pas du tout ce que c'était.
Et il est arrivé, il a accepté, puis il s'est envenu comme ça. Là, il revenait de la guerre. Là, avait fait, ça faisait peut-être en 1919. Donc, ça faisait peut-être un an qu'il était revenu, à peu près. Puis comment il a rencontré grand-mère? Laquelle? C'est ça que je veux que tu racontes. Attends, tu peux avant d'aller à la grand-mère. Tu dis, il est allé à la guerre, qu'est-ce qu'il a fait à la guerre, c'est ça? À la guerre, il n'a pas tué grand monde. Non? Non, non. Parce qu'il ne s'est pas rendu au front. Qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est rendu en Angleterre. Et bon, là, il est allé en Angleterre. Et là, tu veux, cette famille, il faisait du conditionnement physique. N'est-ce pas? Alors, ils l'ont gardé là pour faire de l'entraînement physique du PT, là, pour les soldats qui étaient en attente d'aller au front. Et ça l'a gardé en Angleterre, puis finalement, quand son tour serait venu, j'imagine, la guerre avait été, l'armistice avait été signé, fait qu'il est revenu ici sans jamais avoir été au Canada. Ce qui ne nous a pas empêchés, nous autres, enfants, on avait son chapeau de guerre, si vous vous souvenez des chapeaux de guerre de l'armée en 14, c'était rond, là, puis une bande autour. Ah, on a joué, nous, avec ce chapeau-là. Écoute, on était les seuls à avoir un chapeau comme ça dans la rue. Fait que là, on donnait des spectacles et avec un chapeau de guerre sur la tête, on faisait des sauts dangereux, puis toujours avec notre chapeau de guerre sur la tête. Ça nous protégeait. Puis Rénal, puis dans tous les spectacles qu'il y avait, puis vous prenez les spectacles de cirque encore, il y a toujours un bouffon. Alors, c'était Rénal qui faisait le bouffon. Et le bouffon avait droit au chapeau, lui. Et parce que durant le spectacle, il y avait quelqu'un qui tapait dessus avec un marteau. Ça y est, c'est pour ça! C'est ça! Okay. Là, je comprends! C'est ce qu'explique Rénal aujourd'hui. Il se faisait taper sur la tête à coup de marteau. Puis entre autres choses, puis il se faisait péter des pétards dans ses poches, des pétards, on avait des pétards à mèche comme des petits bâtons de dynamite, là, mais c'était plus petit, c'était gros comme ça, puis ça avait une grande mèche. Puis là, on allumait ça, puis on mettait ça dans la poche à Rénal. Puis là, ça fait PAM! Puis lui, ça lui faisait mal. Mais là, tout le monde riait, mais lui, pour faire rire le monde, il acceptait de souffrir. C'est un comédien dans l'art. Bon, revenons au temps. Donc, papa avait sa grande instruction, pas beaucoup. Maman était un peu plus instruite. Maman avait une 6e année. Elle était allée à l'école chez les sœurs. Et elle avait appris même un peu de piano. Et elle venait d'où? Pardon? Elle venait d'où, grand-maman? Grand-maman, elle était de Robertval. Elle venait de elle est née... Oh, shit. Pardon, excusez-moi. Elle est née... Faites les enfants, faites pas comme lui, là. C'est pas les beaux mots. Elle est née... son père, le grand-père Simon, c'était un joyeux bonhomme, hein, qui semblait pas longtemps à la même place. Et lui parlait anglais, par contre. Et il s'est marié, demandez-moi pas comment, je pourrais toujours imaginer comment, mais il s'est marié à Manchester, dans l'État de New York. Parce que beaucoup de francophones allaient dans les comment on appelle ça, des tisserands, des tisseries, en tout cas, les tisserands, là. C'est ça. Les usines de textiles, là. Ouais, des textiles. Et, bon, lui, il a marié sa femme, là, puis il est revenu, même si lui était né dans Charlevoix. Ensuite, il est revenu s'établir au Lac-Saint-Jean. Je sais ça parce qu'en faisant mes recherches l'été dernier, j'ai vu qu'il avait habité... Sa famille habitait Saint-Méthode, qui est un petit village au Lac-Saint-Jean, alors que lui était à Québec, à un moment donné. Qu'est-ce qu'il faisait à Québec? J'ai aucune idée. Un peu plus tard, là, toute la famille était à Robertval. Maman, d'après ce que j'avais entendu dire, là, était née à Saint-Méthode,
a été élevé à Val-Jalbert. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le village fantôme près de Robertval, où il y a les chutes, bon, etc. Ma mère a été élevée dans ce village-là. Qui n'était pas fantôme, j'imagine, à ce moment-là. À ce moment-là, c'est avant qu'il devienne fantôme. Lui, il a dû être employé de la compagnie à ce moment-là. Probablement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Il ne pourrait pas avoir Puis ensuite, bon, il est revenu, comme je dis, gardien du quai, puis c'est lui qui était le percepteur des taxes, au fond, parce qu'il prenait des taxes traversées. Et le quai était à Roberval, était un quai à ce moment-là, là, c'était pas un quai d'agrément, c'était vraiment un quai où les voies ferrées se rendaient jusqu'au bout du quai. Puis là, c'était la fin de la voie ferrée. Puis à partir de là, par le lac, ils allaient desservir les localités. Donc, il fallait que les compagnies payaient des coûts de transit. Puis c'était le grand-père qui collectait ça. Bon. Je reviens à papa, puis de son école, il était pas instruit, mais c'était un gars qui était curieux, extrêmement curieux de tout. Donc, t'as de qui retenir. Et Guillaume a de qui retenir. Ouais, papa, il était, moi, quand j'étais jeune, là, se levait à 1h moins 10 le matin pour aller travailler. Il se levait à 1h moins 10, à 1h10, il était parti de la maison, puis il revenait à la maison les jours d'hiver, c'était les plus courtes journées, là, parce qu'il y avait moins de travail, il se vend moins de pain l'hiver que l'été. Donc, les journées d'été, l'hiver, il revenait vers midi et demi. Donc, il faisait 11 heures, là, quelque chose comme ça, 10 heures qu'il était parti. Les journées d'hiver, d'été, il pouvait revenir 2h30, 3h, 3h30, 5 heures, dépendant du nombre de cuites qu'il y avait à faire. Là, il se couchait un peu. C'est pour ça qu'on a été élevés. Nous autres, on n'a pas fait de bruit dans la maison quand quelqu'un dormait. En passant, c'est encore comme ça. En passant, nous autres aussi, on a été élevés comme ça. Oui, mais j'ai pas eu de succès. Non, mais j'ai des traumatismes face à ça. Nos enfants ne sont pas élevés de même, des fois, on s'en ennuie. On en parlera quand on va être rendu là. Moi, je me souviens des petites raquettes de plastique, moi, qui ont été cassées. Puis c'était pas moi qui les a cassées. C'est bien la seule chose que t'as pas cassé. La petite crotte au cœur, là. Bon. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était un souvenir. Alors, je disais donc que papa arrivait, se couchait, 1h, 1h30, puis ensuite, il chef-d'œuvrait. Chef-d'œuvrer, là, ça veut dire, pour lui, ça voulait dire faire des réparations, tu sais, réparer une fenêtre, réparer un banc qui était trop usé, faire la galerie, nous faire les cheveux. À toutes les 3 semaines, il nous faisait les cheveux. Et c'était... c'est pour ça qu'on avait toutes des grandes oreilles. En ce temps-là, les oreilles lui poussaient. Puis, bon, il faisait son chef-d'œuvrage, comme il disait, avant le souper. Puis on soupait, je ne sais pas, vers 5h30. Et après le souper, là, ça, c'était sacré. Il s'assoyait et dans le salon, dans sa chaise berçante, et il lisait le journal. Tous les jours, il lisait le journal. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de télévision. Fumais-tu la pipe? Oui, je fumais la pipe. Je me souviens encore de ce coin-là. Il fumait dans le coin, là. Puis là, il lisait son journal de la première page à la dernière page. Il inclut la nécrologie, tout ce que vous voulez. Il lisait tout. Puis, il découpait des morceaux. Il découpait des pièces, des articles qui l'intéressaient particulièrement. Il découpait ça. Pour je ne sais pas quoi. J'ai su plus tard qu'est-ce qu'il faisait avec certains. Pour d'autres, mon père était un homme qui aimait discuter, qui aimait échanger, puis qui aimait avoir raison. Puis il disait... Fait que là, il sortait ça. Là, il sortait ça. Il disait, regardez, là, ça a été écrit, regardez, c'est en 1932, au mois de septembre. C'est marqué, tiens, là, l'article de journal. Alors, tout ce qu'il pouvait prêter à discussion, il conservait ça, puis il gardait ça. Puis, ben... ça a été perdu ou il y a quelqu'un qui l'a? J'imagine que ça a dû être perdu, ça a dû être donné. Et à un moment donné, il est devenu
Lacordaire. Ah, ça, c'est une... Et cercle Lacordaire, c'était un groupement de tempérance religieux que l'Église catholique encourageait les paroissiens à devenir membres des cercles Lacordaire. Et les règlements de ce mouvement-là faisaient qu'ils ne pouvaient ni acheter, ni vendre, ni même avoir en possession, ni même garder chez lui toute forme d'alcool. Donc, chez nous, il n'y a jamais eu d'alcool. À la nôtre. Hein? Papa, t'étais pas Lacordaire. Non, j'ai été à un moment donné. Ah oui? Mais donc, il n'y avait pas d'alcool. Puis papa était rentré dans les Lacordaires. Parce que j'avais un oncle, un frère de maman, qui prenait, paraît-il, un coup assez solide, merci. Puis papa, il avait dit écoute, pourquoi tu rentres pas Lacordaire, Arthur? C'était Arthur Martel. Bon, Arthur, pourquoi tu rentres pas Lacordaire? Si tu rentres, je vais rentrer avec toi. Je vais t'aider, là, je vais rentrer avec toi. Fait qu'on on va être pareil, on n'aura pas de boisson, ni un ni l'autre à la maison. Fait qu'il est rentré avec mon oncle Arthur. Et bon, ils ont fait ça. Et ce qui fait que papa disait, plus tard, quand j'étais plus vieux, papa m'avait dit, il dit, tu sais, on n'avait pas d'argent chez nous. On va venir à ça plus tard, j'imagine. On a été élevés très pauvrement. Puis il dit, moi, ça me permettait de dire aux gens qui arrivaient, ben, je ne peux pas vous offrir de bière, j'en ai pas. Il n'y en a pas ici. Je ne peux pas vous offrir de fort, je ne peux pas vous offrir de vin, il n'y en a pas. Je suis Lacordaire. Donc, ça me donnait une bonne raison pour mettre les priorités à la bonne place. Mettre les priorités à la bonne place. Le fait que papa soit Lacordaire, ça voulait dire que dans toutes les soirées que l'on faisait, que ce soit à la maison ou que ce soit à l'extérieur de la maison, les soirées où papa était, il n'y avait pas de boisson alcoolique. Il n'y avait pas d'alcool. Par exemple, à un moment donné, c'est devenu... la maison familiale était devenue trop petite. Quand on est rendu, je ne sais pas, avec les 16 enfants mariés, nos petits-enfants, on est 100, 125. Alors, on louait une salle au jour de l'an. Et par respect pour notre père, même si ce n'était pas à la maison techniquement, pour nous autres, cette salle-là, c'était la salle de la maison. Donc, personne n'apportait d'alcool. Et on passait la soirée sans alcool. Puis, là, on pouvait avoir du plaisir aussi sans alcool. Et, dans le cadre de ce mouvement-là, bon, il est devenu président du cercle local de la paroisse à Saint-Jean-de-Brébeuf. Ensuite, il est président de ce qu'il appelait, mettons, la zone de Roberval. Puis ensuite, président de la zone du Lac-Saint-Jean. Puis là, il fallait qu'il fasse des discours. Il allait faire des discours un peu partout. Puis vous imaginez un gars, il y avait pas d'instruction. Il savait lire, mais il ne savait pas écrire. Et ces années-là, ça correspond au moment où j'étais à Montréal, à peu près à l'université. Donc, on parle des années 60, là, fin des années 50, début des années 60. Et il m'envoyait ses textes. 1960 pour la caméra. C'est vrai. C'est pas 50 avant Jésus-Christ, 1960. C'est pas 2060 non. Il m'envoyait le texte qu'il voulait faire comme une conférence. Là. Puis là, c'était tout écrit sur un bout de papier. Là. Et sans aucune majuscule et sans ponctuation. Et je me souviens du dernier texte, la dernière conférence qu'il m'avait envoyée. Il m'avait écrit, bon, moi, il y avait 7, 8, 10 pages. Puis il avait fait la 11e page, il avait fait 5 lignes de points, 6 lignes de virgule, 10 lignes de point virgule, puis une couple de lignes de 2 points, puis il avait dit, tu mettras ça où tu voudras. Alors, mais je n'ai jamais changé. Je n'ai jamais changé ce qu'il disait et la façon dont il le disait. Il avait de façon innée, c'était un raconteur et c'était drôle. C'est là que les fameux clippings, là, les fameux les déclamations. Ce qu'il prenait là, dans les journaux,
C'est là, il s'en servait. Puis là, il sortait ça, puis il sortait, regardez, dans le droit de, ou je sais pas, l'acteur catholique du 15 janvier, là, regardez, on fait état d'un gars qui a battu sa femme parce qu'il était en boisson. Puis là, toutes les affaires les plus terribles là, qui est dues à la boisson, ils les avaient toutes découpées. Il mettait ça là, puis là, il racontait ces histoires-là. Bon, fait que c'est ça. Fait que papa, c'était donc un gars curieux, un gars que nous, on trouvait habile, que, paraît-il, et ça, c'est maman qui disait, que chez lui, il trouvait plein de mains gauches, plusieurs mains gauches. Mais, en tout cas, nous, on l'a toujours trouvé habile parce qu'il réparait les choses. Le petit banc, là, je ne sais pas s'il est ici, là, oui, le banc, il y a des fleurs, là. Ah, non, il est en haut. C'est le banc de barbier sur lequel il nous a coupé les cheveux. On était 9 garçons. On a tous passé bien du temps ici sur ce banc-là. Et, à notre grand désespoir. Et c'est lui qui l'avait fabriqué, ce banc-là. Puis c'était un banc qui tournait pour élever selon la grandeur de chacun. Puis il avait fabriqué des meubles dans la maison. Puis bon, il divisait la maison comme il pouvait, selon les circonstances. Parlant de la maison, vous des questions à poser? Ben, moi, j'en ai posé une que tu n'as toujours pas répondu parce que mon frère, il est parti sur une autre type tangente. Non, t'as pas quelqu'un à comment il a rencontré grand-maman, il faut qu'il nous parle de grand-maman et de sa famille un peu. Non, ben, il a rencontré grand-maman après. Il faut qu'il réponde à la question. C'est d'accord la question. Comment il a rencontré grand-maman? Bon, oui. Donc, il est arrivé à Roberval un matin, venant de Saint-Louis-de-Coville, ne sachant pas ce qui s'en allait, nulle part. Il arrive à Roberval, puis il est arrivé par le train, puis je pense que dans ce temps-là, à partir de Québec, il allait à Roberval, ça prenait 14 heures, je pense, en train. Et, un des premiers qu'il aurait rencontré, c'est M. Martel, qui est devenu son beau-père, là. Et, finalement, il a marié une demoiselle Martel qui avait 19 ans, si je me souviens bien à l'époque. Puis lui, il avait quel âge? Lui, si on se met autour de 1920, 21, il devait avoir 25-26 ans. Okay. Il a marié Virginie Martel. Puis lui, il a rencontré M. Martel, puis finalement, avez-vous une fille à marier? Non, plus que ça, je ne pourrais pas t'en dire. Okay. Comment c'est fait, là. Mais, il restait pas loin de la boulangerie, le bonhomme, puis... il aimait le pain. Il aimait le pain, peut-être que c'est ça, je ne sais pas, puis il était peut-être une bonne pâte. On en fait. Et il a marié donc Virginie Martel, avec qui il a eu une enfant, Gemma. Virginie Martel est décédée en 1921, je pense, ou 21, de la grippe espagnole. De la tuberculose, excusez-moi. Elle utilisait la tuberculose. Elle n'avait pas 20 ans, elle a une vingtaine d'années. Puis elle est morte de la tuberculose en laissant papa veuf avec une fille qui s'appelait Gemma. Qui avait quel âge à ce moment-là? Gemma devait avoir peut-être 4-5 mois, 6 mois, elle n'était pas vieille. Là. Mais là, juste pour reculer, elle avait étudié, il l'a mariée en 1920. Écoute, les dates, là, je pourrais, ça se verrait. Autrement, ça fait un an peut-être. C'est dans ces années-là. Il a été marié il y a peut-être un an et demi, là. Puis, le temps d'avoir un petit, puis bon, la tuberculose. Et là, finalement, il continuait à aller chez M. Martel parce que c'était la petite fille. Puis lui, de toute façon, il n'y avait personne là, pour en prendre soin. Il y avait sa sœur, ma tante Marianne, qui était déménagée à Métabetchouan. Okay. Qui est... Métabetchouan, c'était... au bord du lac. C'était près de Saint-Jérôme, ce qu'on appelait Saint-Jérôme dans le temps. Et elle a... ma tante a
en tout cas. Elle n'avait pas d'enfant. Puis elle prenait Gemma pour un bout de temps. Puis de temps en temps, il revenait à Roberval. Puis là, il passait quelque temps chez le grand-père Martel, la petite fille, Gemma. Et là, c'était Annette, la sœur de Virginie, qui s'en occupait, qui était beaucoup plus jeune. Quelques années passent, et à un moment donné, puis ça, c'est papa qui l'a rencontré, qui me l'a raconté, je le raconte comme il me l'a raconté. D'ailleurs, vous avez le 10 là-dessus, vous avez le CD, où il dit qu'il était allé à un mariage, je pense que c'était mon oncle Arthur qui se mariait justement, avec Annette, puis durant le dîner, il a dit, pourquoi qu'on se marierait pas? Fait que mon oncle Arthur s'est marié avec Annette? Non, mon oncle Arthur, il se mariait avec quelqu'un d'autre. Okay. Lui, il était invité à part Annette à assister au mariage d'Arthur, parce que c'était son beau-frère, au fond. Okay. Puis, durant le dîner du mariage, il a dit, pourquoi qu'on ne se marierait pas? Il n'a jamais sorti ensemble. J'ai dit, ben oui, mais avez-vous déjà dit que vous l'aimiez? Voyons donc, pourquoi je dirais que je l'aime? Elle savait que je l'aimais. Il était moins exigeant dans ce temps-là, les femmes. Donc, maman a dit oui, puis Annette, donc, qui avait 19 ans. Il l'a mariée en 1927, je pense. Je pense que c'est ça, le 2 juin 1927. 1er juin 1927. Il a marié Annette et avec elle, il y a eu 15 enfants. Sauf que nous, on dit toujours 16, parce que Gemma a toujours été... D'abord, Gemma, c'était la fille de papa, là, donc de toute façon, c'était notre sœur. Puis, il n'y a jamais eu de différence entre Gemma et les autres. Il n'y a jamais personne dans la famille qui a dit, ben écoute, t'es pas notre sœur ou t'es pas... T'es notre demi-sœur. T'es notre demi-sœur. C'est grand-maman l'a élevée de toute façon. C'est ça, c'est maman qui l'a élevée. Depuis qu'elle était elle n'a pas connu sa mère. Elle a connu sa mère, c'est maman qui l'a connue. Et puis d'ailleurs, quand maman est morte, quand papa est mort, ben, il avait tout laissé à maman, évidemment. Puis quand maman est morte, elle a divisé ce qui restait entre tous les enfants de façon égale, y inclut Gemma, parce que c'était... il y avait une mention spécifique au testament, là, que Gemma faisait partie. Parce qu'autrement, si tu dis juste à mes enfants, là, ça aurait pu faire c'est à mes enfants, y inclut Gemma. Donc, ça a tout été divisé. Comme ça. Donc, il y a eu 16 enfants, 9 garçons, 7 filles. Je suis le 11e. Puis là, il avait atteint presque la perfection. Il a essayé de renouveler, ça n'a pas marché. C'est ça. Mais là, il a abandonné. C'est la perfection, le mieux qu'il était capable de faire, qui n'a pas été grand-chose. C'est ça. Là, je m'excuse à mes oncles et mes tantes. Mais c'est quoi l'affaire de température qui avait vu un docteur? Ah non, il n'a pas vu un docteur. Le prêtre. Un prêtre, c'était. Il était rendu où, là? Après moi. Après toi. Ben oui, ayant atteint la perfection. Ayant atteint la perfection, quand il m'a vu, il dit voilà, c'est ça, on n'a plus besoin d'autre. Puis là, on se retrouve donc autour, je suis né en 40, fait qu'on retrouve, mettons, en 41, quelque chose comme ça. Et vient le voir le père Louis-Marie Régis. Si vous regardez dans les archives du Québec, c'est un dominicain, pas un dominicain, en tout cas, Saint-Franciscain. Une compagnie connue, là. Il a été doyen de la faculté de philosophie à l'Université de Montréal. Et je vous dis ça parce que c'est important dans l'histoire. Il a été doyen de la faculté de philosophie de l'Université de Montréal. Alors, vous voyez mon père, qui a une bonne 3e année forte, qui rencontre son cousin qui est professeur à l'Université de Montréal à ce moment-là. Je comprends, c'est Dieu le Père quasiment avec... Fait que, il demande, donc après ma naissance, le père Régis vient à la maison, puis c'était le cousin de maman. Alors papa le vous voyait, puis lui vous voyait papa. Fait que, papa lui dit, écoute, j'ai 11 enfants, là. Il me semble qu'on avait fait notre part, là, on pourrait dire...
y aurait-tu moyen de moyenner? Au fond, ce qu'il voulait, c'était que l'Église, par le Père Régis, l'autorise à utiliser un condom ou quelque chose du genre. Alors, le Père Régis dit, mais non, mon cher cousin, vous savez que chaque enfant, c'est un don de Dieu, c'est parce que Dieu vous aime beaucoup qu'il vous en donne tant. Bon, etc., etc. Papa trouvait qu'il était beaucoup aimé, puis c'était un peu envahissant comme amour. Insiste un peu. Finalement, le Père Régis me dit, puis ça, c'est papa m'a raconté ça en 72. Il avait 77 ans, juste avant de mourir, il m'a raconté cette histoire-là. Le Père Régis lui dit, ben écoutez, vous savez, il y a des récentes découvertes, la science a fait des récentes découvertes, là, et il paraît que s'il y a certains jours que vous ne connaissez pas votre femme, c'est tout le vocabulaire, hein, s'il y a certains jours que vous ne connaissez pas votre femme, vous pourriez peut-être ne pas avoir d'enfants ces journées-là. Alors, il s'agit de choisir quel jour vous connaissez votre femme. Ce qu'il voulait y parler, c'est de la méthode Ogino, au fond, qui avait été découverte avant la guerre, au moment de la guerre au Japon. Et, sauf qu'il donne la recette à papa, puis il donne la recette complètement à l'envers. Mais absolument à l'envers. Et papa dit, on a suivi sa recette, puis j'en ai eu 5 autres. Puis c'était un savant, lui. Fait que, il n'y avait plus beaucoup de respect pour les savants, mon père après. Fait que je dis toujours à Rénal, puis ceux qui m'ont suivi, Rénal, Yann, André, Jocelyn, puis Odile, qu'eux autres, ce sont tous des fils du Père Régis. Les enfants du Père Régis. Spirituel au moins. Spirituel et un peu plus du Père Régis. Puis ta mère, papa, qu'est-ce qu'elle avait l'air, ta mère? Ah, mais qu'est-ce qu'elle avait l'air, maman? Maman, c'est une belle femme. Maman, je vais vous montrer ça, qu'est-ce qu'elle avait l'air, maman. Maman, c'était une femme qui riait beaucoup. C'était une femme joyeuse. J'ai des souvenirs avec elle. Ben, ça, c'est ma mère, maman, en 1968. Donc, papa avait 73 ans, maman en avait 61. Et c'était une femme qui aimait taquiner, qui aimait la vie. Et à la maison, on a toujours eu énormément de plaisir à jouer avec elle, à se tirailler avec elle. Elle acceptait très bien de se faire. Moi, je me souviens, par exemple, on était grands, là, on était des adultes, puis la prendre, là, puis la coucher à la tête, puis la beurrer le visage de moutarde, puis elle vous nettoyer. Puis ça, elle rien, tu l'entendais. Tu mettras un extrait audio puis elle aimait tricher au crib. Ah, non, elle faisait attention, elle se méfiait. Ça, c'est maman puis papa, tiens, au moment de leur mariage. Mais attends, Gemma, là-dessus, elle était bien vieille. Ben oui, c'est maman, là. Donc, Gemma devait avoir 5 ans, 6 ans, là. OK, donc ils sont mariés, ça fait quelques années après. Oui, quelques années après. Et ça, c'est votre grand-père, OK, et mon grand-père, votre arrière-grand-père Gagnon et sa femme arrière. Ça, c'est Odile Hébert, ça, c'est Joseph Gagnon. Ça, c'est Joseph Gagnon, aussi le frère aîné de papa. Junior. Ça, c'était Joseph. Non, lui, c'était Tijo. Non, mais c'était Junior. Non, Tijo. Tijo. Ouais. Ça, c'était Joseph, lui, c'était Tijo. Puis, Ça manque Normand, un grand ça, c'est papa. Moi, je vois. Puis lui, il sent Richard. Ça. Oui, c'est vrai. Ah, moi, je vois Tante Liane là-dessus. Oui, c'est vrai. Ça, c'est... Il y a 2 photos, c'est une des 2, où on était les 16 enfants ensemble. C'est pas arrivé très souvent. Ça, c'en est une. Les 2 qui étaient prises, celle-là, en 1900...
Excuse-moi. Excuse-moi, je vais te dire ça. La famille Roberval, c'est l'enfant, tous ses dents. À l'été 1967. Donc j'avais un an. C'est ça. Ça, c'est les 16 enfants, là, c'est une des rares photos. Fait que là, en recul, puis parle-nous de la famille de grand-maman. La famille de grand-maman. Vous deviez avoir plus, j'imagine? Et où la photo du grand-père, là? Tu l'as là. De ton arrière-grand-père. Regarde-moi ça, toi. Ah ouais, on va toucher ça. Non, non, regarde-moi ça. Marc, t'es-tu correct pour le premier reste de temps, c'est la question. Regarde ton visage ici, là. Regarde ça. Regarde la forme du visage. Hein? Mm-hmm. Ah, ben écoute, on est... Il y a des gènes, hein? La famille de maman, on les a peu vus. Comme je disais, d'abord, on n'était pas riches. Donc, il n'était pas question de recevoir bien du monde. Puis il n'y a pas de place, hein? À recevoir. Et on les voyait. Mon oncle, il y avait l'oncle Arthur, là, qui était tout près, qui restait près de chez nous. Lui, il demeurait derrière l'église à Saint-Jean-de-Brébeuf, là, sur une petite rue, là. Il demeurait là. Et, en tout cas, moi, ce que je me souviens, là. L'oncle Arthur, lui, il a fait toute sa vie, ou à peu près, il a mesuré l'eau du lac Saint-Jean, la hauteur de l'eau du lac, durant sa vie. Et comment il faisait ça, c'est que au quai à Roberval, il y avait un tuyau, un gros tuyau avec un cadenas, et tous les jours, 2 fois par jour, le matin et le soir, à 6 heures, mettons, le matin et 6 heures le soir, il allait mesurer, il y avait une grande perche qui sortait, puis là, il mesurait dans ce tuyau-là, là, le niveau du lac. Parce que le lac Saint-Jean, le niveau du lac est contrôlé par l'Alcan. Il était contrôlé par l'Alcan. Et dans le contrat de vente de l'hydroélectricité, etc., l'Alcan avait des seuils maximum et minimum pour à respecter. Donc, 2 fois par jour, on allait prendre le niveau du lac, appelait à Alma, dire il est à tel niveau aujourd'hui. Je ne sais pas moi, 18 pieds 2 pouces. 18 pieds 1 pouce et demi. Et quand on était jeune, des fois le dimanche, mettons, il y avait un souper quelque part, mettons à Chambord, il ne pouvait pas être là. Là, il nous demandait, un de nous, est-ce que tu pourrais aller me remplacer, prendre le niveau du lac? Et là, on était bien fiers, on allait prendre le niveau du lac. Là, on appelait à Alma, on n'avait pas de téléphone chez nous. On pouvait aller chez mon oncle, puis appeler à Alma un interurbain pour donner le niveau du lac. Puis mon oncle c'était un pêcheur, il pêchait dans ses temps libres beaucoup, et Normand allait beaucoup à la pêche avec lui. C'est avec lui que Normand a appris à aimer la pêche. Je pensais ça, moi je suis jamais allé pêcher avec lui. C'était un homme qui avait des lunettes à peu près ça d'épaisse. Puis il avait une grosse voix. Puis c'est tout. La famille de... Il y avait une tante aussi que grand-maman voyait. Ah, il y avait la tante Lucie. Celle-là, elle, on l'a vu plus souvent. La tante Lucie, c'était la sœur de maman, la plus jeune sœur de maman. Puis encore là, c'est des complications familiales chez maman. Le père Simon Martel s'est marié lui aussi 2 fois. La deuxième fois, il s'est marié... Non, la première fois, je pense qu'il s'était marié à Élisabeth Savard. Et il y a eu des enfants. Ensuite, il a marié une veuve qui avait des enfants. Et ils ont eu des enfants ensemble. Ce que tu viens de dire, dans la même maison, là, il y avait les enfants du père, les enfants de la mère, puis les enfants des deux. Puis là, ça a toujours été pour nous autres un peu mystérieux, là, quel lien de parenté qu'il y avait. Puis encore, des fois, là, maintenant, bon, ben, c'est qui, lui? C'est-tu parent avec nous autres? Parce que tu avais des côtés qui étaient parents avec nous autres.
Parce que la deuxième, c'était une côté. Le fameux Mononcle Arthur, là, il était marié à une côté, puis je pense qu'elle était parente avec lui. Donc, on les a pas connus. Moi, le grand-père, je ne l'ai pas connu, je me souviens pas. Il est mort en 43, je pense, quelque chose comme ça, ou 44, donc, ou 45 maintenant. Je ne l'ai pas connu. Je n'ai pas connu mon grand-père Gagnon du tout. Ma grand-mère Gagnon, elle est morte, elle, en 51, donc j'avais 11 ans. Je me souviens d'une fois qu'elle était venue au Lac-Saint-Jean. Donc, je ne l'ai pas connue. Donc, on n'a pas eu de, c'est ça que ça veut dire au fond, on n'a pas eu de famille au Lac-Saint-Jean, sauf nos frères, nos sœurs. Mais vous étiez déjà pas mal, ça ça fait une bonne gang, non? Mais dis-moi, j'ai chez nous une copie d'une lettre que grand-papa y avait envoyée. C'était à qui, ça? Je me souviens plus. C'était pas à grand-maman? J'ai oublié de l'amener. Il disait quoi? C'était pas une lettre... je me souviens plus. J'ai oublié de l'amener. Il n'y a pas une carte postale? Non, c'était une lettre. Elle a 2 pages et demie, je crois, ou quelque chose dans le genre, où il écrit, je crois, à grand-maman. Puis tu avais trouvé ça dans les murs... ça avait été trouvé dans les murs en défaisant une maison quelque part, là, puis c'est Oncle Rénal qui t'avait donné ça, je crois. Ah! Okay. Je ne sais pas. Je m'excuse de ne pas l'avoir apporté. Alors, ce que j'ai découvert tantôt en fouillant dans des bebelles que j'ai en haut, c'est cette carte-là. Il y en a une série en haut. C'est Joyeux Noël. C'est un Joyeux Noël en 1914. Qui avait envoyé, hein? C'est quelqu'un qui lui envoie ça. C'est Philomène qui lui envoie ça. Donc, en 1914, papa a 19 ans. Elle lui dit, Monsieur Gagnon, Monsieur Gagnon, cher Osea. Il s'appelait Osea. On ne peut pas tous s'appeler François. Il m'a fait beaucoup plaisir de répondre à votre carte que j'ai reçue jeudi soir avec joie. Maintenant, je dois vous souhaiter une bonne et joyeuse fête de Noël. Puisse le ciel vous garde une vie longue et heureuse. Ce sont les sentiments d'affection et de reconnaissance que je retiens pour vous à l'occasion de la fête de Noël. Mon cœur se dilate. Voulez-vous pas rire des défunts? Pour ça, je l'ai gardé. Il y en a que c'est la rate, là. Mon cœur se dilate et des soupirs s'échappent et s'envolent tout droit à vous. Recevez cette carte d'une amie sincère, Philomène. C'est bon, ça! Alors, il y a toute une correspondance que j'ai, dont vous hériterez, là, que j'ai en haut entre les deux. Ah, t'as celle que grand-papa lui a envoyée aussi? Oh, oui, j'en ai que papa y a envoyé. C'est ça une lettre que peut-être qu'il aurait écrit à Non, c'est... Ben, peut-être, je te dis, je sais pas. Comment dit, c'était son... Écoute, je ne sais pas d'où la fameuse Philomène, je ne sais pas si c'était même pas une cousine. Peut-être c'était une cousine, je ne sais pas. Fait que là, tu nous parles-tu de toi un petit peu? Bon, oui, ouais. Moi, j'étais un bon garçon quand j'étais jeune. Fait que t'es né le 19 mai 1940, comme on a dit plus tôt. Oui. Avec des cheveux blancs. Avec des cheveux blancs et frisés. Et en voici la preuve. Ça, c'est en quelle année que ça a été coupé? Ça a été coupé en 1940, à l'été 1946. OK. J'avais 6 ans. J'avais 6 ans, j'allais rentrer à l'école, parce que avant ça, d'ailleurs, j'avais des boudins. J'avais des grands cheveux. Je serais à la mode aujourd'hui. Avec ton fils, Marc. Mais ça serait ça. J'avais des grands boudins tout le tour. Mais non, c'était peut-être pour voir qu'est-ce que ça donnait. Et ça, c'est Raymond qui avait gardé, maman qui avait gardé ça. Mes cheveux, parce que Raymond pleurait quand ils m'ont coupé les cheveux. Il trouvait ça triste qu'il me coupe les cheveux.
Mais je me souviens que grand-maman avait une boîte avec des cheveux de pas mal plusieurs enfants. Puis ça, c'était moi. Et j'ai toujours gardé. Voilà. Et, dans ce temps-là, accouchais-tu à l'hôpital ou à la maison? À la maison. À la maison. Fait que toi, t'as accouché à la maison. T'es né à la maison. Je suis né à la maison. Je suis né à une maison sur la rue Paradis. 10-30 rue Paradis. Je ne sais pas si... ça. Mais ça, il va le prendre après. Ouais, OK. Je suis né dans cette maison-là, sur la rue Paradis, 10-30, la rue Paradis, à Roberval. Et ça a l'air d'une maison imposante. C'est une maison qui avait, je me suis informé cette semaine, pour ça je sais, 32 par 34 pieds carrés. Sauf que nous, on occupait seulement là-bas ici. Papa avait fait construire la maison en 1929, avant la crise d'ailleurs, et dans l'esprit de louer le haut, puis que quand il y en aurait besoin, si jamais il y avait une grosse famille, ben, qu'il prendrait le haut. Alors ce qui est arrivé, c'est que il a acheté la maison, donc les enfants ont commencé à arriver. Et quand est arrivé le temps d'avoir besoin de la maison, comme moi, je suis né en 40, j'étais le 11e, il y avait 11 enfants là. Moi, on était 11 enfants dans 900 pieds carrés, 1000 pieds carrés, là, dans 100 mètres carrés. Ça faisait beaucoup piler l'un par-dessus l'autre. Et ce qui fait que il a voulu avoir le haut, parce qu'en haut, il y avait 2 logements. Et parce que durant la guerre, 39-45, il y a eu, comment ils appelaient ça, monsieur l'historien, là, non, il n'y avait pas le droit de prendre les logements. Il y avait la régie des logements, ne permettait pas d'évincer un occupant d'un loyer, d'un logement, même si tu en avais besoin pour toi. Même s'il ne payait pas. Même s'il ne payait pas. Ah oui. Et c'était, comment ça, la régie, il appelait ça la régie des loyers, je pense, le contrôle des loyers, quelque chose comme ça. Contrôle des loyers. Et bon, toujours est-il que quand il en avait eu besoin du haut, il n'a pas été capable de l'avoir. Puis quand ça s'est terminé, ce contrôle-là, et ben là, on avait commencé à partir de la maison, fait qu'il n'y en a jamais eu besoin. Fait que finalement, le haut, ça a toujours été... C'est tante France, je crois, qui habitait là. France habitait là, Rénal habitait là aussi. Quand j'étais jeune, mettons, 10-12 ans, là, en bas, on était... Je ne sais pas combien on restait en bas, peut-être une douzaine d'enfants, là, parce qu'à un moment donné, il y en a, on n'a jamais été 16 en même temps en bas, parce qu'il y en a qui sont mariés. Odile est né, Gemma était déjà mariée, Réal aussi, je pense. Bon. Donc, mettons qu'on était une douzaine. À mon âge, à moi, quand j'avais une dizaine d'années, d'un côté, en haut, il y avait chez les côtés, il y était 7 enfants. Puis chez les Saint-Pierre, de l'autre côté, il y était 5 enfants. À calculer ça dans ce bloc-là, là, ça veut dire qu'il y avait une vingtaine d'enfants. Les coutures devant chez nous, que vous avez vu sûrement, eux, il y était une quinzaine d'enfants aussi. Puis les cimards derrière chez nous, il y était 12 ou 14. Alors, et nous, on n'avait pas le droit de sortir de la cour. On avait le droit de faire ce qu'on voulait pourvu que ce soit dans la cour. Fait que finalement, c'était le terrain de jeu du voisinage, c'était la cour chez nous, que je trouvais immense quand j'étais jeune. Mais quand je la regarde aujourd'hui, je me dis, bon Dieu, c'est pas le diable plus grand que la cour d'ici. On a eu du plaisir dans ça. Et on s'est amusé dans ça. On a été élevés pauvrement, mais on a été élevés à rire, à avoir du plaisir. Je ne changerais pas mon enfance pour l'avoir. Même avec tous les cadeaux que vous avez eus. Raconte-moi, là.